Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en cette fin de session. Donc, mon nom est Alexandra Giroux. Je suis conseillère en emploi au service de placement de l'Université Laval. Ça me fait plaisir d'être avec vous en ce vendredi. On va débuter tranquillement la présentation. Avant de commencer, je vais vous présenter mes collègues Barbara Langis et Cynthia Labbé qui sont là pour répondre aux questions. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les inscrire dans la section questions et réponses, donc la section Q&R qui est située à droite de l'écran. Donc, je vous inviterai à ne pas écrire dans le chat, s'il vous plaît, sinon on va perdre le contrôle. On est beaucoup de participants. Donc là, je vois que vous êtes 98 participants, mais on était au total 200, il y avait plus de 200 inscriptions. Donc, vous avez vu mes collègues apparaître, elles vont se faire un plaisir là, de vous répondre. Donc, il se pourrait qu'il y ait un petit délai là, pour répondre à vos questions, surtout s'il y en a beaucoup. Donc, ça se pourrait qu'elle continue à répondre jusqu'à la fin de la présentation. Et j'inviterai aussi mes collègues à me faire part de questions qui reviennent souvent. Donc, à la fin de la présentation, on va se garder quelques minutes pour peut-être répondre à quelques questions qui sont revenues très souvent là, dans les questions et réponses. Si vous éprouvez des problèmes techniques, vous pouvez consulter le guide de connexion. Je vous ai mis le lien là, dans le chat. Donc, vous pouvez suivre les consignes pour vous assurer que vous avez tout mis en place pour que ça se passe bien. Et aussi, à la fin de la présentation, je vais vous envoyer par courriel l'enregistrement, la présentation PowerPoint et aussi un document qui inclut les questions typiques d'entrevue. Alors, on va commencer. Donc, l'entrevue d'emploi, ben, peut-être avant de commencer, je voudrais sonder, euh, je voudrais savoir en fait si vous aimez passer des entrevues. Donc, est-ce que vous pouvez tout de suite répondre? Donc, aimez-vous passer des entrevues, oui ou non? Donc, je vois qu'à date, il y a pas mal plus de non, à 66%, 67%. Donc, probablement que ça fait partie des raisons pour lesquelles vous êtes connecté aujourd'hui là, pour participer à la présentation. Donc, effectivement, ça arrive souvent là, que c'est pas nécessairement perçu positivement de la part des candidats. Ça peut générer toutes sortes d'émotions, peut-être négatives, du stress, de l'anxiété. Donc, c'est normal. Vous êtes plusieurs dans cette catégorie-là. Donc, vous voyez les résultats à l'écran. Donc, pour aller un petit peu plus en profondeur, j'aimerais ça savoir, c'est quoi votre perception d'une entrevue? Donc, si vous pouviez m'indiquer quelle est votre perception d'une entrevue. Est-ce que c'est stressant, intimidant? Vous aimez pas peut-être avoir à vous vendre? Vous avez peur de vous faire piéger? Vous vous sentez à l'aise? Donc, ça se pourrait aussi que vous vous sentiez à l'aise. Il y en a qui perçoivent ça comme étant une occasion de se mettre en valeur, qui trouvent ça stimulant. Puis, ça se pourrait aussi que vous n'ayez jamais passé d'entrevue, donc que ce soit quelque chose d'inconnu pour vous. Donc, je vous laisse encore 2 secondes pour répondre. Vous pouvez cocher plusieurs options, ça se pourrait que plusieurs vous correspondent. Donc, je vais vous montrer les résultats à l'écran. Donc, on voit que pour... oups, pardon, retour au sondage. Donc, oups, quelqu'un a fermé la fenêtre. Donc, on avait un gros pourcentage qui trouvait que l'entrevue était quelque chose de stressant. Donc, on va vous montrer aujourd'hui comment percevoir l'entrevue peut-être d'une autre façon et on va vous donner des trucs concrets pour bien vous préparer et faire diminuer le stress qui est associé à une entrevue d'embauche. Donc, tout d'abord, pour qu'on s'entende sur la définition d'une entrevue. Donc, une entrevue, c'est une rencontre professionnelle entre un candidat et un ou plusieurs représentants d'une entreprise. C'est un processus de communication, un échange mutuel de renseignements,
Donc, il n'y a pas seulement vous qui vous faites interviewer, donc vous allez aussi récolter des informations au sujet d'une entreprise pour vous faire une idée, pour vous faire une tête, à savoir si vous aimeriez travailler dans cet environnement. Donc, c'est un processus d'évaluation, comme je disais, autant pour l'employeur que le candidat. Donc, il faut vraiment le voir comme étant un échange des deux côtés. Donc, c'est pas seulement vous qui vous faites interviewer, vous vous faites une idée et un jugement sur l'entreprise en question. Donc, au moment de la convocation en entrevue, donc du moment que vous êtes convoqué en entrevue, euh, on commence par quoi exactement? Qu'est-ce qu'on doit faire? Euh, Peut-être avant d'aller plus loin, je voudrais voir avec vous, euh, selon vous, selon vous, quelle est la clé du succès en entrevue? Donc, je vous invite à répondre dans le sondage. Donc, la clé du succès, on ne se prépare pas, on reste naturel, on fait une bonne préparation, simplement la confiance en soi serait suffisante, la politesse et le sourire. Donc, on voit que la plupart des répondants ont indiqué que c'était la préparation. Donc, effectivement, c'est vers ça qu'on va vous guider dans la présentation. Donc, la préparation joue une bonne partie là, du succès en entrevue. La confiance en soi va découler également d'une bonne préparation. Donc, en étant bien préparé, on va se sentir plus solide, on va se sentir prêt, on va savoir qu'on a tout fait ce qu'on pouvait faire pour être en mesure de bien performer pour l'entrevue. Donc, la confiance en soi va découler d'une bonne préparation. Effectivement. C'est sûr que la politesse et le sourire sont un des éléments de l'entrevue, mais on ne peut pas se baser uniquement sur ça. Alors, merci pour vos votes. Donc, on commence par quoi quand on doit se préparer pour une entrevue? Donc, il y a 3 éléments essentiels pour la préparation à l'entrevue. Donc, la première, c'est vraiment la connaissance du poste. Donc, de bien relire l'offre d'emploi. L'offre d'emploi ou l'offre de stage, c'est vraiment un outil précieux. Moi, je vous encourage à vraiment télécharger ou à enregistrer l'offre d'emploi sur laquelle vous avez postulé parce que ça va vous permettre de bien vous préparer en relisant les tâches, en relisant les exigences que l'employeur a mentionnées. Ça va vous permettre de voir venir les questions d'entrevue. Donc, c'est vraiment un bon outil à conserver. Et en fait, quand l'employeur commence à convoquer des candidats en entrevue, il va faire disparaître l'offre d'emploi. Donc, normalement, elle va disparaître d'Internet. Donc, c'est pour ça que je vous suggère fortement de l'enregistrer. Si c'est une offre qui avait été publiée dans le SPLA, vous avez toujours accès à l'historique ou sinon vous pouvez nous contacter, on pourrait la retrouver. Mais sinon, sur les autres sites, on n'a pas de contrôle sur qu'est-ce qui est affiché ou enlevé. Donc, peut-être pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire comme préparation en lien avec l'offre d'emploi, on pourrait remplir un tableau de préparation à l'entrevue. Donc, en inscrivant justement les exigences que l'employeur a mentionnées dans l'offre. Donc, par exemple, si l'employeur a mentionné qu'il cherche un candidat bilingue, vous devez vous trouver des exemples concrets qui vont démontrer que vous possédez l'exigence en question. Donc, vous devez trouver un exemple qui, au sujet de votre vie, au sujet de votre historique d'emploi. Donc là, on voit que la personne a séjourné 3 étés aux États-Unis, en Angleterre. C'est ce qui a permis d'améliorer l'anglais. Donc, c'est une raison ou un exemple pour appuyer nos propos. Donc, trouver des exemples à l'avance, c'est vraiment une bonne stratégie parce qu'au moment de l'entrevue, vous allez commencer à stresser si vous n'avez pas déjà vos exemples à l'avance et c'est quelque chose qui peut se prévoir parce que vous avez la liste des exigences dans l'offre d'emploi habituellement. Donc, c'est probablement des questions qui vont être posées par l'employeur lors de l'entrevue. Donc, même chose ici pour le leadership. On pourrait expliquer à quel moment on a fait preuve de leadership. Donc, la personne a été chef d'équipe, elle a supervisé des employés. Donc, ça, ce serait un bon exemple à donner. La connaissance d'Excel est un autre exemple. Donc, la personne pourrait dire qu'elle a réalisé plusieurs tableaux de suivi Excel dans le cadre de ses études. Elle pourrait nommer quelques projets justement avec lesquels elle a utilisé Excel.
Donc, la préparation, on était dans le, le premier volet de la préparation à l'entrevue. Donc, le deuxième volet, c'est vraiment la connaissance de l'employeur. Donc, bien comprendre la mission de l'entreprise ou de l'organisme, comprendre ses services, sa structure organisationnelle, ses valeurs, ses projets. Donc, bien comprendre qu'est-ce que fait l'organisation. C'est quoi qu'est-ce qui démarque l'organisation des autres. Donc, vous allez pouvoir trouver toutes ces informations-là sur le site web de l'entreprise. Habituellement, les employeurs sont assez bons pour décrire en quoi ils sont les meilleurs. Donc, vous pouvez vous inspirer de ce qui est indiqué dans leur site web. Et c'est sûr qu'il faut trouver des raisons qui sont vraies. Donc, ça doit vous connecter avec vos valeurs. Donc, trouver vraiment ce qui vous rattache à l'entreprise. Donc, si par exemple, l'employeur, on sait qu'ils sont très impliqués dans la communauté et que pour vous, c'est une valeur importante, bien, vous pouvez parler de ça. Donc, il faut vraiment que ça fasse du sens avec vous. Et l'employeur veut sentir que vous êtes un fit naturel avec sa mission ou avec ses valeurs d'entreprise. Donc, c'est important de trouver toutes les raisons qui vous rapprochent de cet employeur-là en question. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ne pas avoir fait ce travail-là avant parce que la question va venir en entrevue. L'employeur va probablement vous demander pourquoi vous souhaitez travailler chez lui plutôt que chez n'importe quel autre employeur. Donc, vous allez devoir trouver des, des raisons pertinentes à mentionner. Donc, le salaire n'est pas une raison pertinente à mentionner, ni même l'emplacement de l'entreprise. Donc, si c'est près de chez vous, il faut aller plus en profondeur, trouver des raisons qui font du sens pour vous et qui démontrent en quoi vous êtes intéressé à faire partie de la mission de l'entreprise. Le troisième élément, c'est la connaissance de soi. Donc ça, on en parle souvent. La connaissance de soi, bien, c'est sûr qu'on peut partir de son CV. Ça peut nous donner quelques bases pour se rappeler bon, son parcours scolaire, son parcours académique, son parcours professionnel. Quand je dis parcours professionnel, ça peut être des expériences d'emploi. Ça pourrait aussi être des expériences de bénévolat, de stage, des projets que vous avez faits dans le cadre de vos études. Donc, c'est toutes des informations qui pourraient être pertinentes dans le cadre de votre entrevue. Et c'est sûr qu'on va faire ressortir des éléments qui sont en lien le plus possible avec ce que l'employeur recherche. Donc là, je vois qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'écran. Je vais peut-être demander à mes collègues de voir s'ils peuvent rétablir la section questions-réponses ou le chat. Donc, merci. Ensuite, je suis désolée pour les petits changements. Mes collègues font des tests pour voir comment on peut rétablir l'écran. Donc, ensuite, au niveau de la connaissance de soi, vous pouvez parler de votre personnalité. Donc, parler de vos forces, bien sûr. En entrevue, on veut se faire valoir pour nos atouts, pour nos forces. Donc, c'est vraiment un élément intéressant à faire valoir. Il faut aussi être capable de parler de ses défauts. Donc, la fameuse question, pouvez-vous me parler de vos défauts? Elle va probablement vous être posée, peut-être sous différents formats, mais il faut être prêt à y répondre, mais il faut bien se connaître. Donc, on ne peut pas simplement répondre ah, mon défaut, c'est que je suis trop perfectionniste. Donc, il faut vraiment que ça vous représente puis que ça soit réel. Donc, et l'employeur, de toute façon, il va le sentir si vous répondez quelque chose au hasard ou quelque chose que vous avez appris par cœur, mais qui ne fait pas vraiment de sens avec vous. Il faut vraiment que ça vous représente. Donc, ceci étant dit, il y a différents formats d'entrevue. Donc, du moment qu'on connaît les trois éléments clés pour se préparer, hein, donc la connaissance du poste, la connaissance de l'entreprise, la connaissance de soi. Ah, et je vais peut-être revenir sur la connaissance de soi. Il y a un nouvel outil intéressant que vous pourriez utiliser pour la connaissance de soi qui s'appelle le profil professionnel. Donc, c'est disponible dans votre portail de cours. Donc, dans votre portail, vous avez un profil professionnel qui va vous aider peut-être à mettre des mots sur vos compétences, sur vos qualités. Ça va vous aider. Donc, on part au moins avec des bases là, en se fiant sur le profil professionnel. Donc, ça peut être un bon outil
pour préparer cet aspect-là de l'entrevue. Et c'est jamais perdu parce que ça va vous être utile pour toutes sortes. Ah, je vois que quelqu'un a ouvert. Je vais juste masquer. Je suis désolée. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, la forme de l'entrevue. Donc, il y a différents formats d'entrevue. Je vais vous montrer les différents formats d'entrevue qui peuvent exister. Donc, peut-être qu'au courant de votre vie, vous avez déjà expérimenté plusieurs types d'entrevues. Donc, on a le format individuel, qui est le format plus classique. Donc, c'est une personne qui va vous interviewer en personne. Donc, assez classique, possiblement que vous l'avez déjà vécu. Un comité de sélection, donc ça pourrait être quelques personnes qui vous interviewent, donc 3 recruteurs, 4 recruteurs, 5. J'ai déjà vu des comités de sélection avec 6 intervieweurs. Donc, je vous le souhaite pas nécessairement. C'est peut-être quelque chose qui est plus stressant, mais ça se prépare, puis on survit tout de même, mais ça pourrait être plus impressionnant. Certains ont peut-être déjà vécu également une entrevue de groupe où on vous met en situation réelle. Donc, vous devez résoudre un problème, donc en équipe. On va vous placer en équipe et les intervieweurs vont vous évaluer et vont regarder comment vous agissez, quelle est votre attitude, est-ce que vous travaillez en équipe. Donc, ça va être surtout utilisé pour vérifier votre travail d'équipe et voir comment vous interagissez avec les autres. Donc, ça pourrait être utilisé dans des postes en lien avec la gestion, ça pourrait être utilisé pour tout ce qui est en lien avec le marketing, la vente. Donc, on voit ça souvent là, dans des entreprises de vente où ils veulent voir comment vous vous débrouillez pour bien communiquer devant d'autres personnes aussi. Donc, ça pourrait aussi être intimidant. Donc, il y a quand même un volet un petit peu plus traditionnel dans l'entrevue de groupe. On peut être amené à présenter nos qualités, à présenter notre profil devant tout le monde, ce qui est plus stressant habituellement. Et ensuite, on va nous mettre en situation, on va nous faire des jeux de rôle, donc toutes sortes de choses pour nous mettre dans l'action. Donc, si l'employeur vous a convoqué pour une entrevue de groupe, normalement, il devrait vous l'indiquer. Vous pourriez également poser la question quand on vous appelle pour une entrevue, à savoir si c'est une entrevue classique ou si c'est une entrevue de groupe. Donc, vous pourriez clarifier pour peut-être vous faire une idée puis vous assurer que vous vous préparez adéquatement. L'entrevue téléphonique qui risque d'arriver de plus en plus considérant la situation actuelle. Donc, l'entrevue téléphonique, c'est une entrevue souvent qui est utilisée pour une pré-entrevue. Donc, les recruteurs vont beaucoup utiliser ce format-là pour filtrer des candidatures et s'assurer peut-être que vous possédez les compétences de base pour occuper le poste ou même si vous avez, par exemple, votre permis de conduire, si vous êtes disponible pour les dates du contrat, ils vont vérifier peut-être des informations un petit peu plus de base. Et certains recruteurs vont même aller plus loin, vont faire des mises en situation au téléphone. Donc, on ne sait jamais, l'entrevue téléphonique peut aller en profondeur aussi, ou elle pourrait s'en tenir à des questions de base. Donc, pourquoi vous êtes intéressé par le poste, qu'est-ce qui vous démarque comme candidat, donc des questions plus classiques. Et d'autres pourraient y aller vraiment avec une entrevue plus complète par téléphone. L'enjeu avec le téléphone, c'est que vous avez pas le non-verbal des recruteurs, donc vous avez cet enjeu-là. Et au niveau de votre enthousiasme, ça va être difficile de démontrer votre enthousiasme par le sourire, mais je vous suggère tout de même d'avoir un beau sourire, même si la personne ne peut pas le voir. Elle va le sentir dans votre voix. Donc, quelqu'un qui sourit au téléphone, on va le sentir dans sa voix, on va sentir l'enthousiasme. Et ça va être important de moduler votre voix pour démontrer de l'enthousiasme en mettant l'accent sur des mots-clés en lien avec votre intérêt. Ça pourrait être une bonne idée. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir vos documents devant vous. Donc, vous pouvez avoir votre CV, vous pouvez avoir quelques notes devant vous. L'employeur ne verra pas si vous suivez, mais c'est sûr que le danger, ce serait de lire un texte déjà appris par cœur. Donc, il faudrait éviter de lire, mais c'est plus vraiment en cas de si vous vous souvenez plus de qu'est-ce que vous vouliez dire, ben, ça pourrait vous aider. Visioconférence, ça risque également de vous arriver prochainement, donc c'est de plus en plus utilisé, donc surtout vu le confinement. Donc on pourrait vous demander une entrevue par Skype, une entrevue sur Teams, donc Microsoft Teams, Adobe Connect, donc même il y a toutes sortes de plateformes maintenant.
Assurez-vous que ce soit clair à l'avance sur quelle plateforme vous devez vous connecter, c'est quoi le lien pour vous connecter, pour pouvoir faire des tests à l'avance. Donc, ça, c'est vraiment une préparation supplémentaire qui doit être faite du volet technique, en plus de votre préparation au niveau du contenu. Donc, au niveau de la visioconférence, c'est sûr qu'il faut s'assurer d'être dans un environnement calme. Donc, vous allez peut-être devoir enfermer votre chien, dire à votre famille peut-être que c'est le temps d'être silencieux pour votre entrevue. Donc, assurez-vous aussi d'être habillé de façon professionnelle et ça va vous donner confiance aussi. Donc, le fait d'être habillé comme si vous alliez passer une entrevue en personne, ça va vous aider au niveau de la confiance puis de ce que vous allez dégager. Donc, au niveau des documents, c'est peut-être un petit peu plus difficile de regarder ces feuilles ou ces documents. Vous pouvez les avoir à proximité si ça vous rassure, mais il faut faire attention de bien regarder dans les yeux. Quand je dis regarder dans les yeux, on regarde la caméra. Donc, ça va donner l'impression que vous regardez l'employeur dans les yeux au lieu que vous regardiez l'écran. Donc, si je suis comme ça, l'employeur risque peut-être de trouver ça agaçant. Il va avoir de la difficulté à décoder votre non-verbal. Donc, essayez de regarder la caméra. Ça fait un peu étrange. Normalement, on est plus porté à se regarder nous-mêmes, mais on essaie de lever le regard et de bien positionner notre caméra. Et vous pouvez aussi donner votre numéro de téléphone ou demander le numéro de téléphone de l'employeur au cas où il y aurait des bugs techniques. Donc ça, c'est des choses qui arrivent malheureusement avec la technologie. Donc, au moins, vous allez pouvoir appeler l'employeur si jamais vous avez perdu votre connexion Internet, par exemple. Alors, on va y aller. Donc, j'avais un petit sondage encore pour vous. Donc, je serais curieuse de savoir quel type d'entrevue vous avez déjà passé. Est-ce que je l'ai déjà posé cette question-là? J'ai trop de sondages, on dirait que je me suis perdue dans mes sondages. Donc, vous pouvez maintenant cocher. Vous pouvez cocher plusieurs éléments. Donc, si vous avez déjà passé une entrevue individuelle et un comité de sélection, donc qui comprenait plusieurs intervieweurs, vous pouvez cocher les deux. Ou à la fin, vous avez toutes ces réponses si vous avez vraiment expérimenté toute cette panoplie. Alors, je laisse encore une seconde pour répondre. Alors, on a 85% qui a déjà vécu l'entrevue individuelle, comité de sélection quand même à 53%, puis téléphonique qui était quand même très fréquente aussi à 45%. Donc, excellent. Il y en a, l'entrevue de groupe, ça semble être plus rare, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc, merci. Alors, les types de questions maintenant. Donc, il y a plusieurs types de questions qu'un recruteur pourrait vous poser. On va les passer, puis je vais vous donner quelques exemples pour chaque catégorie. Donc, les questions traditionnelles, c'est des questions que si vous avez déjà passé des entrevues, on vous a sûrement déjà posé des questions traditionnelles, donc pour vous connaître. Donc, parlez-moi de vous, quelle est votre plus grande qualité, quels sont vos défauts. Donc, c'est vraiment des questions traditionnelles. Avez-vous un permis de conduire, oui ou non? Donc, ça, c'est une question fermée hein, qui se répond par oui ou non. Donc, ça, c'est assez facile habituellement de répondre à ça. Questions ouvertes, par contre, des questions ouvertes, parlez-moi de vous ou présentez-vous brièvement. C'est très vaste, c'est très large. Donc, il faut quand même arriver à structurer une réponse. Je dirais que c'est le piège des questions ouvertes, c'est quand on n'est pas bien préparé, on pourrait avoir tendance à parler de choses qui sont peut-être pas pertinentes. Donc, certains candidats vont parler de leur fin de semaine, de ce qu'ils font dans leur temps libre, leurs loisirs, alors que l'employeur veut vraiment plus savoir qu'est-ce qui vous distingue en tant que professionnel. Donc, c'est de parler de votre parcours scolaire, de vos expériences professionnelles, de quelques-unes de vos qualités. Et vous pourriez parler de votre motivation aussi. Donc, pourquoi vous avez choisi votre programme d'études, par exemple. Donc, quand on vous demande présentez-vous brièvement, parlez-moi de vous, c'est tous des éléments qui pourraient être inclus dans votre réponse. Les questions de type comportemental.
Donc, les questions de type comportemental, c'est quand même en vogue, je vous dirais, chez les recruteurs. Donc, selon la théorie des questions comportementales, l'employeur, en fait, vise à savoir comment vous vous êtes comporté dans le passé et les réponses que vous allez donner sont comme garantes un peu du futur. Donc, il y a de fortes chances que vous reproduisez les mêmes comportements dans des circonstances similaires. C'est ce que se dit l'employeur quand il utilise des questions de type comportemental. Donc, une question de type comportemental, ça pourrait être, pouvez-vous me donner un exemple d'une situation où vous avez fait preuve de leadership ou une situation où vous avez fait preuve d'initiative. Donc ça revient quand même souvent aussi. Donc, c'est sûr qu'en ayant bien épluché votre offre d'emploi, vous allez être capable de voir venir cette question-là. Donc, si dans l'offre d'emploi, une des exigences, c'était justement l'initiative, fort probablement qu'on va vous poser cette question-là. Donc, il faut être prêt à répondre. Je vous montre une méthode infaillible pour répondre à cette question, donc la méthode CAR. Donc, ça va vous aider à structurer votre réponse puis éviter de vous perdre. Donc, l'employeur, dites-vous qu'il aime se faire raconter des histoires. Donc, une histoire, hein, ça a un début, un milieu, une fin. Donc, il faut toujours mettre en contexte la personne et bien démontrer aussi les actions qu'on a posées pour soit résoudre une situation ou bien démontrer nos qualités. Donc, chaque question, dites-vous, chaque question est une occasion de mettre en valeur votre attitude, mettre en valeur votre comportement, mettre en valeur vos aptitudes professionnelles, vos compétences, votre savoir-faire. Donc, l'action est très importante. On voit que ça devrait prendre 70% du temps de votre réponse. Donc, l'explication devrait être plus soutenue au niveau de ce que vous avez fait. Une erreur fréquente que les candidats vont faire, c'est qu'ils vont parler au nous. Ils vont dire ah, mon équipe a fait ça. Alors qu'on veut savoir qu'est-ce que vous avez fait dans votre équipe pour améliorer la situation, par exemple. Donc, on parle au je. Et à la fin, bien sûr, on va parler des résultats. Donc, on vous a demandé, pouvez-vous me donner un exemple d'une situation où vous avez fait preuve d'initiative? Donc, le contexte, je vous donne un exemple. Vous étiez employé dans un cinéma et il a manqué de popcorn pendant une soirée. Et vous étiez le responsable en charge de l'équipe cette soirée-là. Donc, là, vous avez mis en contexte, hein, le 15% de mise en contexte. Vous devez faire un début de l'histoire. Donc, l'action, vous pouvez dire, j'ai tout de suite contacté le superviseur qui, lui, est en charge d'approvisionner notre service. Ensuite, on a expliqué au client, on est resté calme. Donc, vous pouvez nommer plusieurs éléments dans vos actions. Donc, même votre attitude, comment vous étiez, puis qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie. Donc là, vous pouviez dire, bon, moi, j'ai appelé mon superviseur, on a réglé ça. Le popcorn est arrivé peut-être 15 minutes plus tard. Et finalement, on est allé porter le popcorn dans la salle pour les gens qui avaient manifesté leur intérêt pour qu'ils puissent profiter du film en toute tranquillité. Ensuite, les résultats, j'en ai parlé un petit peu. Donc, les résultats, on pourrait dire que les clients étaient très satisfaits. On a eu des commentaires positifs de la part de la clientèle. Donc, tout s'est résolu finalement. Donc, on veut une fin heureuse. Donc, il faut bien sûr choisir des histoires qui se terminent bien. Donc, c'est pas le moment de commencer à parler d'une histoire qui s'est très mal terminée. Vous allez perdre un peu le contrôle et peut-être votre confiance dans l'entrevue si vous parlez d'événements plus malheureux. Donc, on va passer un 15% à parler de ça. Si vous avez des chiffres, c'est bien de les indiquer. Donc, si on parle de vente, si vous avez augmenté de 15% les ventes de l'entreprise, vous pouvez le dire, ça paraît toujours bien, mais on n'invente rien. Donc, si vous n'avez pas de chiffres à donner, on n'en donne pas, tout simplement. Alors, je vais retourner au début de ma présentation, pas au début, mais où j'étais rendue plus tôt. Donc, on est rendu aux questions discriminatoires. Donc, je vous souhaite de ne jamais avoir de questions discriminatoires en entrevue. C'est plutôt délicat et je dirais que c'est quand même délicat. Donc, les questions discriminatoires, c'est des questions qu'un employeur n'aurait pas le droit de vous poser parce que normalement, les recruteurs doivent respecter une certaine éthique dans les questions. Donc, par exemple, de vous poser des questions sur est-ce que vous prévoyez avoir des enfants prochainement?
C'est des questions qui touchent votre vie personnelle et qui n'ont pas nécessairement de lien avec les compétences ou avec la performance dans l'emploi. Donc, il y a plusieurs stratégies pour répondre à ce genre de questions-là. On peut faire le choix conscient de répondre si on pense que ça ne nous met pas trop dans l'embarras. Hein. Si la réponse c'est non, on s'en sort assez vite et bien. Vous pourriez aussi faire une réponse miroir. Donc, on dit à l'employeur, je me questionne à savoir en quoi ça peut affecter mon travail. Moi, je suis quelqu'un qui est toujours qui a un bon sens des responsabilités. Je me questionne, est-ce que ça peut avoir un impact sur le travail, le fait d'avoir des enfants? Donc, on retourne question miroir, donc fait de façon diplomate et polie, bien sûr. Et si certains candidats sentent que vraiment, peut-être que l'entrevue, si on est rendu à ce genre de questions-là, ça se pourrait que déjà vous ayez un mauvais sentiment ou un mauvais feeling de cet employeur-là. Puis si vous vous êtes dit déjà, oh, je suis pas sûre, je suis pas certaine que je me vois travailler là, ben, vous pourriez dire à l'employeur que c'est une question discriminatoire, tout simplement. C'est sûr que là, on peut courir le risque de briser peut-être l'harmonie dans la relation, mais des fois, on peut courir ce risque-là si on est prêt à absorber les conséquences. Les questions inusitées, un peu dans le même registre, mais ce n'est pas nécessairement des questions qui sont discriminatoires ou illégales. Donc, une question inusitée, ça pourrait être pouvez-vous me parler de votre animal préféré? Donc, cette question-là, ça pourrait être, on peut nommer plusieurs éléments de réponse. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse dans ces questions-là. En fait, l'employeur va vous poser une question inusitée parfois quand il sent qu'il n'a pas accès à votre vraie personnalité. Donc, des fois, c'est pour vous déstabiliser, c'est pour voir comment vous réagissez aux imprévus, comment vous vous débrouillez dans des situations difficiles. Donc, ça pourrait être pour vous tester. Donc, il faut arriver à répondre spontanément. Donc, jouer le jeu, embarquer dans le jeu. Donc, ça peut être plaisant aussi. Et on peut, bien sûr, utiliser l'humour si ça s'y prête. C'est sûr qu'il faut faire attention. Hein. Par exemple, le sarcasme, c'est à déconseiller dans une entrevue, surtout quand on ne connaît pas les recruteurs. Donc, parlez-moi d'une personnalité publique que vous aimeriez inviter à souper à la maison. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a peut-être des réponses parfois qui sont plus dangereuses. Hein. Si je nomme des personnalités qui ne sont pas appréciées de la plupart des gens, en lien avec la politique, en lien avec la religion, des fois, ça peut susciter je dirais, des contradictions ou vous pouvez vous mettre peut-être à venir chercher les valeurs de l'employeur. Donc là, des fois, ça peut devenir délicat. Donc, on essaye de trouver, si on vous demande quelle personnalité publique vous voulez inviter, absolument un humoriste qui est apprécié de tout le monde ou quelqu'un qui, un modèle que vous avez dans votre domaine. Donc, si vous étudiez en sciences, vous pourriez nommer un scientifique qui est renommé dans votre domaine et ça fait encore plus de lien avec votre domaine d'activité. Des mises en situation. Donc, ça arrive quand même beaucoup plus fréquemment là, que les questions discriminatoires et inusitées. Les mises en situation sont utilisées pour savoir dans le futur ou dans une situation en particulier comment est-ce que vous vous comporteriez, qu'est-ce que vous feriez. Donc, c'est vraiment hypothétique, à l'inverse de la question comportementale où là, on vise à savoir dans le passé comment vous vous êtes comporté. La mise en situation, c'est une situation hypothétique, donc qui ne s'est pas produite, mais on vous demande que feriez-vous si on vous met dans telle situation. Donc, parfois, ça peut se rapporter aux tâches que vous allez faire dans l'emploi. D'autres fois, ça va être des mises en situation qui n'ont pas de lien du tout avec l'emploi convoité. Mais il faut jouer le jeu. Il faut vraiment embarquer dans la mise en situation. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, encore une fois. Les mises en situation, je vous dirais que le truc, c'est de donner le plus de réponses possibles, le plus d'hypothèses aussi possible pour démontrer votre créativité, démontrer votre débrouillardise. Donc, et on y va toujours en gradation. Donc, par exemple, une mise en situation, on vous dit, vous êtes réceptionniste dans un hôtel, vous arrivez un matin, il manque 2 employés, vous avez une tâche importante à faire, vous avez un courriel important à envoyer.
Et en même temps, il y a un client qui se présente, qui est très insatisfait, qui vous injure. Donc, bon, bref, ça va bien. Donc, dans cette mise en situation-là, on pourrait y aller en gradation et aussi émettre un ordre de priorité de nos actions. Donc, qu'est-ce qu'on règle en premier? Qu'est-ce qu'on estime étant le plus urgent? Et on explique nos réponses, on explique notre raisonnement. Donc, je ferai ça en premier. Je vais parler avec le client qui est devant moi en premier parce que selon moi, c'est ce qui est le plus urgent. Je vais garder mon calme. Donc, on parle aussi de comment on se comporte, notre attitude. Donc, souvent, on prend pour acquis que les gens le savent, mais il faut expliquer comment on va gérer aussi la situation du point de vue de notre attitude, notre savoir-être. Des tests écrits. Donc, on pourrait vous proposer de faire des tests écrits. Donc, l'employeur, habituellement, il va vous informer à l'avance. Vous pourriez aussi demander là, au moment de l'appel pour l'entrevue si, justement, il y a des tests ou quoi que ce soit, des documents à apporter. Règle générale, c'est très difficile de se préparer pour des tests écrits. Peut-être sauf si on vous dit que c'est un test de français, vous pouvez peut-être essayer de revoir quelques règles de grammaire ou des choses avec lesquelles vous savez que vous avez de la difficulté en français. Ça pourrait être un test de personnalité aussi. Encore une fois, très difficile de se préparer pour ça. L'idée, c'est vraiment d'être honnête. De toute façon, l'employeur va voir dans vos réponses si vous avez un biais et que vous essayez de répondre qu'est-ce qui serait le mieux comme réponse, là. Donc, l'employeur va le voir rapidement. Il faut vraiment être honnête et se prêter au jeu encore une fois. Et souvent, ben, c'est chronométré, vous allez avoir du temps, donc peut-être que vous pouvez vous apporter une montre, votre téléphone, si vous avez droit à votre téléphone, donc vérifiez si c'est un élément qui est, peut-être qu'on va vous le confisquer pour le test. Donc, si vous n'avez pas accès à l'heure pour vous chronométrer, c'est bien d'avoir une montre analogique. Donc, les aspects pratiques et logistiques. Donc, c'est très terre à terre. On doit quand même se préparer au niveau du matériel à apporter. Donc, on doit apporter avec nous, on pourrait apporter nos références. Donc, c'est souvent un document qui est demandé à la fin d'une entrevue. Donc, l'employeur va vous demander, avez-vous des références à me donner? C'est important d'avoir un document qui est prêt à l'avance avec le nom de peut-être deux employeurs. Habituellement, deux est un bon chiffre, deux ou trois. Trois, tant mieux si vous en avez trois. C'est vraiment une feuille à part de votre CV que vous devez apporter pour l'entrevue. L'employeur va peut-être vous le dire par téléphone avant l'entrevue, mais il vaut mieux toujours l'avoir au cas où. Donc, vous pouvez bien sûr apporter votre CV, votre lettre de présentation si ça peut vous aider au niveau de votre préparation quelques minutes avant l'entrevue. Vous attendez peut-être dans votre voiture ou à la réception. C'est des documents que vous pouvez relire, mais il ne faut pas les suivre, il ne faut pas le lire sur votre feuille pendant l'entrevue. Et normalement, l'employeur a déjà en sa possession votre CV, votre lettre de présentation. Donc, c'est plus pour vous, pour vous rassurer. Donc, si jamais aussi il y a des diplômes ou des relevés, on vous demande un relevé de notes officiel, ça peut arriver. Donc, il faut avoir préparé ces documents-là, prêts vraiment à donner dans une pochette qui sont bien protégés là, des intempéries. La tenue vestimentaire, donc ça c'est super important au niveau de la première impression. Dès que l'employeur va vous voir dans la salle d'attente, il va remarquer votre tenue, il va remarquer votre sourire. Bon, ça on va en reparler tout à l'heure. Mais la tenue occupe une grosse partie de la première impression. Donc, ça va être important d'avoir une tenue qui est professionnelle. Une tenue qui va pas non plus éclipser votre personnalité. On veut que ce soit le contenu de votre entrevue qui soit retenu et non une tenue vestimentaire qui serait complètement farfelue ou trop extravagante. Donc, on veut retenir l'attention pour les bonnes raisons. Donc, on va éviter de porter, par exemple, du fluo, on va éviter de porter des jeans. Donc, on va porter un pantalon propre, souvent un pantalon noir, ça peut bien faire le travail. Et il va falloir juger selon le milieu de travail dans lequel vous allez. Donc, c'est sûr que si vous allez travailler dans une usine et que vous arrivez avec un veston et une cravate, c'est peut-être un peu trop. Donc, il faut juger, mais il faut toujours être un petit peu mieux habillé que ce qu'on serait naturellement dans l'entreprise.
pour démontrer vraiment notre sérieux et notre professionnalisme, il faut en faire un petit peu plus qu'à l'habitude. Pas trop non plus. Si je vais travailler dans une banque, par exemple, si je suis un homme, ben, je vais peut-être porter justement le veston, la chemise. Je dirais que la cravate est de moins en moins utilisée ou obligatoire, mais si vous aimez porter une cravate, vous pouvez très bien le faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est rarement une exigence de nos jours. Donc, il faut s'adapter en fonction de où on va. Et on peut, c'est sûr que par la suite, quand on va être embauché, peut-être que notre tenue va être plus décontractée un petit peu pour suivre un peu les autres employés, mais vaut mieux être un peu plus habillé que pas assez pour une entrevue et dégager une allure professionnelle. Donc, on prépare notre tenue la veille de l'entrevue pour pas le matin même commencer à chercher, se dire, ah mon Dieu, ma chemise est pas repassée. Donc, ça, c'est bien important. La localisation de l'entrevue, ça peut paraître banal, mais une entrevue, si vous ne savez pas où vous allez, puis le matin même, il y a du trafic, là, le stress va monter. Donc, on veut éliminer les sources de stress inutiles en localisant correctement l'entrevue. Donc, poser des questions à l'employeur au moment de l'appel. Où se trouve votre local? Dans quel bâtiment? Est-ce que c'est facilement visible? Donc, si vous n'êtes pas sûr, posez des questions, c'est toujours mieux que le matin même, quand le stress commence à monter, là, on n'est pas dans des bonnes conditions pour performer. Vous pouvez même vous rendre la veille sur les lieux de l'entrevue pour vous projeter puis vraiment vous rassurer. Donc, c'est des techniques qui fonctionnent bien aussi d'y aller la veille pour faire le chemin une première fois. Donc, on se projette dans l'entrevue. Hein, c'est sûr qu'avant une entrevue, on va se mettre dans une ambiance positive, on va se rappeler nos succès. Donc, mettez-vous vraiment dans un état d'esprit qui est positif. Donc, tous vos problèmes, on essaye de les mettre de côté le temps de l'entrevue. Vous pourrez y repenser après, mais avant l'entrevue, on se met vraiment dans des bonnes conditions. Parce que ça va transparaître sur votre langage non verbal si le matin même vous avez broyé du noir, vous avez stressé à propos de quelque chose. Donc, certains candidats vont se mettre de la musique joyeuse, certains vont aller marcher avant l'entrevue. Donc, faites quelque chose qui vous fait du bien pour vous sentir bien au moment de l'entrevue. Donc, les respirations, ça peut aider aussi. Donc, au niveau de la première impression, donc quand vous allez arriver là, dans la salle, peut-être à la réception, dès que vous entrez le pas de la porte de l'entreprise, bien, vous êtes déjà évalué. Donc, ça se pourrait que la réceptionniste commence à regarder les candidats, puis elle va peut-être donner des commentaires au patron de l'entreprise au sujet des candidats qui attendaient dans la salle d'attente. Donc, ça va être important d'être assis calmement dans la salle d'attente, de ne pas parler au téléphone, fermer le son de votre cellulaire, premièrement, et soyez respectueux et poli, gentil avec la réceptionniste. C'est toujours une bonne chose. Quand on va venir vous chercher dans la salle d'attente, levez-vous avec votre plus beau sourire et donnez une bonne poignée de main à l'employeur. Donc, tendez la main. Attendez pas que l'employeur vous l'attende. Donc, vous pouvez prendre les devants en tendant la main. Donc, une bonne poignée de main ferme, mais pas trop. Donc, on ne veut pas écraser la main de notre intervieweur. Si vous avez les mains moites, vous pouvez, avant l'entrevue, les essuyer, aller à la salle de bain, les laver, ça peut aider. Le respect des conventions et des formalités, donc on va saluer la personne, on va regarder la personne dans les yeux, donc c'est associé à une marque de respect et c'est beaucoup associé à un contexte culturel aussi, donc le contact visuel est souhaité, je dirais, dans le cadre d'une entrevue d'embauche au Québec. Mais si je vais dans une autre culture, dans un autre pays, il se pourrait que ce soit vu autrement. Mais ici, on regarde dans les yeux avec notre sourire, notre plus beau sourire. Et en situation de stress, dites-vous que votre sourire a tendance à baisser comme ça parce que vous êtes stressé. Prenez conscience que votre bouche risque d'aller par en bas. Essayez de faire des sourires de temps à autre, peut-être entre vos réponses, si c'est plus dur pour vous pendant que vous répondez aux questions. La posture, donc, c'est important d'être les épaules dégagées, droit. Quand vous allez être assis sur votre chaise, c'est important d'être pas trop avancé, mais pas trop reculé non plus. Donc, si je suis trop reculée, je donne une impression de nonchalance. Si je suis trop avancée, je suis comme intrusive. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, on va être un peu au milieu de notre chaise pour l'entrevue.
On va surveiller nos pieds aussi. Donc, si vous avez tendance à battre du pied pendant que vous êtes stressé, l'employeur va le voir parce que vous allez faire ça comme ça, vous allez bouger. Donc, il faut faire attention à ne pas bouger les pieds. Donc, les deux pieds au sol, c'est toujours une bonne idée. L'élocution. Donc, si vous avez tendance à parler trop vite en situation de stress, pratiquez-vous à l'avance. Essayez de ralentir le rythme et le débit de parole. La maîtrise des tics et des mots répétitifs. Donc, on en a tous, malheureusement. Et surtout en situation de stress, on a nos béquilles préférées. Donc, certaines personnes vont utiliser le genre, comme, euh, euh. Donc, ça, il faut éviter. L'employeur, ça pourrait l'agacer s'il y a trop de tics, de mots répétitifs dans votre langage. Donc, si vous cherchez une réponse, faites simplement une pause au lieu de faire un ça peut devenir agaçant. La qualité de l'écoute. Donc, en situation de stress, l'écoute est plus difficile habituellement. Donc, il faut se concentrer sur une question à la fois. Et si vous avez mal compris, n'hésitez pas à demander une reformulation, demander de répéter. Il n'y a pas de problème, vous avez le droit de le demander. Il vaut mieux demander une clarification plutôt que de répondre une réponse qui est complètement inadéquate. Donc, quand on se projette dans l'entrevue, peut-être que certains d'entre vous vont imaginer des scénarios catastrophes. Donc, on va les mettre à l'écran. Hein. Donc, qu'est-ce qui arrive si je ne comprends pas la question? Bon, premièrement, on demande de reformuler, de reclarifier, de répéter. Hein, vous avez le droit de le faire. Donc, on vient d'éliminer peut-être une peur potentielle. L'employeur sait que vous êtes un humain, que vous êtes stressé, il le sait aussi. Donc, n'hésitez pas à dire que vous n'avez pas compris la question. Donc ça, on n'hésite pas. Je ne sais plus où je m'en vais. Donc, ça se pourrait qu'on se perde dans nos pensées, puis dans l'ordre de ce qu'on voulait dire. Donc, n'hésitez pas à dire à l'employeur, bon, je recommence. Excusez-moi, je me suis égarée. Donc, on peut recommencer ce qu'on est en train de dire pour clarifier si on sent que c'est pas clair. Je ne sais plus où j'en suis. Un peu le même principe. Je ne sais plus qu'est-ce que je réponds. Est-ce que je suis dans la bonne voie? On pourrait demander à l'employeur si on prend trop de temps, par exemple, pour répondre. Est-ce que ça leur convient comme réponse? Est-ce qu'ils aimeraient des éclaircissements? On pourrait, tu sais, c'est vraiment un échange. On pourrait demander, surtout si le non-verbal de notre intervieweur n'est pas très encourageant, on pourrait poser une question. Je me bute à une question, donc j'ai un blanc de mémoire. Ah, ça arrive des fois à des candidats. Ça m'est déjà arrivé aussi, un blanc de mémoire en entrevue. C'est pas super, là, le stress monte en flèche. Donc, on pourrait demander à l'employeur de revenir à une question, de passer la question, puis d'y revenir à la fin. Et pendant ce temps-là, dites-vous que votre cerveau va continuer à chercher la réponse, puis normalement, ça devrait avoir débloqué à la fin de l'entrevue. Comme ça ne donne pas de malaise à l'employeur et on poursuit, on ne perd pas trop de temps non plus. C'est sûr, vous ne pouvez pas faire ça à chaque question. C'est peut-être à utiliser une fois. Donc, on perçoit des doutes chez l'intervieweur. Encore une fois, on précise, donc on mentionne à l'employeur que son non-verbal il semble se poser des questions ou on n'est pas trop sûr. Donc, demander si notre réponse le satisfait, s'il aimerait plus de précision ou de clarification, etc. Donc, on peut s'imaginer plein de scénarios catastrophes. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de me préparer à répondre à des questions pièges. Chaque candidat a ses propres questions pièges qui pourraient lui être posées. Pour certains, c'est le manque d'expérience. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir un trou dans leur CV. D'autres personnes, ça pourrait être le fait qu'ils ont été renvoyés d'un dernier emploi, qui ont été mis à pied. Donc, il faut se préparer à répondre à des questions plus délicates et se sentir confiant avec les réponses qu'on va donner. Ça va vous mettre vraiment en confiance. Comme ça, vous savez que vous avez tout préparé pour ne pas être pris au piège. Et à la fin, on va conclure efficacement l'entrevue. On va remercier l'employeur, mais sans trop en faire. Donc, on ne commencera pas à dire j'espère vraiment que vous allez m'appeler, s'il vous plaît, je vous implore. On évite ce genre de discours-là à la fin d'une entrevue. On va simplement remercier, dire que vous attendrez des nouvelles. Et on pourrait même demander à l'employeur quand est-ce qu'on est en droit de recevoir des nouvelles du processus de recrutement. Comme ça va vous mettre vraiment en contrôle et vous allez savoir
quand est-ce que vous aurez des nouvelles de l'entrevue. Donc ça, c'est une bonne idée à faire. Donc, à la fin d'une entrevue, on va faire une auto-évaluation. Dites-vous qu'on va toujours sous-estimer notre performance aussi. Donc, on va se rappeler souvent des moins bons coups, des erreurs qu'on a fait. Donc, dites-vous que c'est normal. Mais quand même, essayez de faire une auto-évaluation qui est juste et qui va permettre de mettre aussi en lumière les bons coups, les choses que vous avez appréciées de votre entrevue, des choses que vous aimeriez conserver ou peut-être changer pour les prochaines entrevues. Et c'est comme un muscle qui se travaille. Donc, plus vous allez faire d'entrevues, meilleur vous allez devenir, plus confortable vous allez être aussi. Donc, c'est vraiment un entraînement, si on peut dire. Et sachez qu'au service de placement, vous pouvez aussi demander une simulation d'entrevue. Vous pouvez prendre rendez-vous avec votre conseiller ou votre conseillère en emploi pour préparer une entrevue à l'avance. Et ça donne vraiment confiance. Moi, je vous le suggère fortement de prévoir une simulation d'entrevue avec un conseiller en emploi. Donc, ma petite bulle promotionnelle est terminée. Donc, à la fin d'une entrevue, je vous encourage à transmettre un courriel de remerciement dans les 48 heures qui suivent l'entrevue. Donc, le plus rapidement possible, quand vous avez terminé votre entrevue, vous êtes de retour à la maison, envoyez un court courriel pour remercier l'intervieweur ou les intervieweurs de vous avoir rencontré aujourd'hui. Si l'employeur a mentionné des informations sur l'entreprise ou sur le poste qui ont égayé encore plus votre intérêt, vous pourriez le mentionner dans le courriel, dire que l'information qu'ils vous ont donnée encore plus le goût de travailler dans leur entreprise. Et là, on vient de mettre la cerise sur le sundae. On pourra se dire qu'on aura tout fait en ayant envoyé un courriel de remerciement. C'est sûr que ça ne changera pas nécessairement à 100% la décision d'un employeur, mais s'il hésite entre vous et un autre candidat, ça pourrait faire toute la différence. Et l'employeur, moi, j'ai jamais entendu un employeur qui était offusqué d'avoir reçu un courriel de remerciement. Donc, c'est vraiment toujours bien vu. C'est sûr que ça doit rester court, hein. On ne va pas écrire une lettre de 2 pages, là. L'employeur ne le lira sûrement pas au complet. Donc, ça doit rester très court et très simple. Et assurez-vous de l'envoyer à tous les recruteurs. Vous pouvez même l'envoyer individuellement à tous les recruteurs qui vous ont rencontré. Donc, si jamais, malheureusement, après tous les bons conseils, la préparation que vous avez fait, ça se pourrait que l'employeur vous rappelle et vous dise, ben, malheureusement, ce n'est pas vous qu'on a choisi, on a choisi un autre candidat. Ça, c'est vraiment assez dur quand on reçoit un appel comme ça. Donc, l'important, c'est vraiment de rester poli, de rester professionnel dans cet appel-là. Même si vous êtes vraiment déçu, essayez de poser des questions. Donc, demandez si l'employeur aurait des conseils à vous donner pour vos prochaines entrevues et mentionnez que c'est toujours une entreprise qui vous intéresse beaucoup, si c'est le cas. Parce que peut-être que vous étiez le deuxième choisi, vous étiez peut-être pas loin derrière le premier candidat. Et ça arrive des fois un candidat qui se désiste ou qui finalement ça ne fait pas l'affaire. On pourrait vous rappeler plus tard. Donc, restez professionnel et démontrez que vous êtes toujours intéressé éventuellement s'il y a d'autres postes qui correspondent à votre profil, que vous restiez en contact. Donc, quand l'employeur vous répond, c'est merveilleux. On peut avoir vraiment un feedback constructif. Certains vont répondre des choses un petit peu plus générales ou vagues. Malheureusement, on ne peut pas contrôler ça, mais certains recruteurs vont vous donner vraiment des bons commentaires et ça, c'est toujours apprécié. On serait rendu à la période des questions. Là, je vois qu'il est 12h24. J'ai débordé de quelques minutes.